Bonjour à tous, bienvenue, merci d'écouter le Grand Jury. Émission exceptionnelle cette semaine. Le Grand Jury est à Paris à la veille de la rencontre Sénégal Groupe Consultatif. Bonjour Seydou Gueye. Bonjour Babacar. Notre invité, le porte-parole du gouvernement sénégalais donc. Les partenaires techniques et financiers du Sénégal qui vont décider de financer la phase 2 du PSE, le plan Sénégal émergent. Seydou Gueye, nous sommes venus vous trouver dans le 8e arrondissement où résident beaucoup d'officiels sénégalais qui vont participer à ce groupe consultatif édition numéro 2. Premier constat, la taille de la délégation sénégalaise cette fois. Elle semble moins grande qu'il y a 4 ans lors du premier groupe consultatif sur le financement de la phase 1 du PSE. On avait vu du monde ici qui n'avait d'ailleurs rien à faire à Paris et parfois aux frais du contribuable. Vous avez changé de démarche cette fois. Merci beaucoup. Je voudrais saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs et puis renouveler le plaisir que j'ai tout le temps de répondre à votre invitation. Vous avez raison, cette fois-ci, la remarque la plus immédiate à faire, elle porte sur la taille de la délégation. Et je pense que si on veut prolonger l'analyse, on pourrait considérer que nous sommes dépouillés de tout aspect folklorique parce que nous sommes venus faire des choses très sérieuses. Très sérieuse parce qu'il est question de l'avenir du Sénégal, de son développement, en prenant appui sur une image qui est forte et aujourd'hui de plus en plus consolidée. Le Sénégal est un pays sérieux en économie. Et donc ce que nous devons faire, nous devons le faire en essayant de correspondre aux normes et aux standards internationaux, c'est-à-dire venir pour une instance de travail et se dépouiller de tous les oripeaux folkloriques. Oui, c'est une affaire importante puisque de façon continue, nous sommes venus prolonger la mise en œuvre du plan d'action prioritaire phase 1 du plan Sénégal émergent qui s'est terminé avec beaucoup de succès. Je crois qu'au cours de notre entretien, on pourra revenir sur les aspects les plus significatifs. Bien sûr, mais une question aussi que je souhaiterais vous poser, c'est ça Macky Sall. Macky le macro. On a un président de la République qui est dans les grands schémas au détriment du train-train quotidien du Sénégal. Je peux vous donner l'exemple de la santé. Les syndicats réunis dans la coalition Andegesem ont déroulé 16 plans d'action ponctués de sérieuses perturbations du système avec des grèves qui ont impacté la qualité des soins dans les hôpitaux et autres postes de santé publics. Le PEV, c'est important, le programme élargi de vaccination boycotté par ces syndicats de la santé. On n'a jamais entendu le président de la République commenter cette situation, cette grève dans le secteur de la santé. Mais vous savez, un président de la République, il ne commande pas, il décide. Et la santé, c'est pas la revendication syndicale, c'est l'offre de soins, c'est l'accès à la santé. Et à ce niveau-là, nous avons été assez performant, puisque je voudrais rappeler que entre 2012 et aujourd'hui, le taux de couverture et de taxe à la santé est passé de 20% à près de 50%, à la faveur de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Maintenant, dans le secteur de la santé, il y a des difficultés qui sont d'ordre corporatiste, d'ordre de la revendication, et globalement, sur ce terrain-là, on peut consigner que pour toutes les questions qui avaient une incidence et un impact budgétaire dans la mesure des moyens de l'État, les choses ont été satisfaites. On peut prendre une valeur, pratiquement 3/4 des revendications ont été satisfaites. Maintenant, la question qui cristallise tout est autour du statut et du système de rémunération. Et là, rendez-vous a été pris. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement une question du qui concerne d'ailleurs tous les fonctionnaires. Ça concerne tous les fonctionnaires. Il y a eu une étude qui a été faite pour évaluer le système et on est tous d'accord que c'est un système inégalitaire, c'est un système injuste, inique. La perspective tracée par le président Macky Sall, c'est de mettre les choses à plat et de voir comment créer les conditions de la performance d'une administration au moyen de la rémunération. Donc nous allons vers certainement des rencontres au sortir desquelles il pourrait maintenant s'agir de remettre à plat notre système et de régler, puisque vous le savez, il y a un désordre total. Il y a quelques années, le gouvernement avait procédé à un audit justement de la fonction publique pour déceler tous les problèmes
refaire les déséquilibres? Alors, il y a eu un audit, mais il y a une étude qui a porté sur le régime indemnitaire, qui a été faite par des experts. L'inspection générale d'État a donné également une suite à ça, en se prononçant ou en donnant des avis. Maintenant, la question est de portée politique. Comment mettre à plat notre système pour aller vers un système plus juste, plus performant, plus incitatif. Et le désordre, je peux prendre un ou deux exemples pour que ceux qui nous écoutent comprennent davantage. Vous avez des disparités en matière d'indemnité. Vous pouvez avoir un corps qui a des indemnités de 200 000, alors qu'il y a un autre corps qui est de même niveau du point de vue du parcours et du cursus, où il n'y a pas d'indemnité. On a réglé en urgence la question des enseignants. Des fonctionnaires de la même hiérarchie, voilà, des disparités qui sont insoutenables pour le système et sa pérennité. L'exemple le plus illustratif, c'est les agents du secteur de l'éducation nationale, où les indemnités de 60 000. Un accord a été finalement trouvé avec un mode de mise à niveau qui a eu un échelonnement. Donc 2019, janvier 2019, je crois, il y aura encore une autre partie. On est passé de 60 000 à 100 000. Mais on ne peut pas faire de la casuistique comme ça parce qu'il s'agit d'un régime général. Donc il faut des principes directeurs forts et des orientations qui règlent justement les objectifs qui sont assignés. Un système plus égalitaire, plus juste, plus incitatif, parce que nous comptons sur une performance de l'administration pour construire justement le développement du pays. Et le président l'a dit parce que la formule est, je crois, assez heureuse. Comment passer d'une administration de commandement à une administration de développement? Et c'est toute l'énigme de notre développement qu'il faut régler. Seydou Gueye, le ministre porte-parole du gouvernement, notre invité ce dimanche dans le grand jury. Venons-en à l'actualité qui nous réunit ici, le groupe consultatif sur le financement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Rencontre de 2 jours, demain et après-demain, ici dans la capitale française. Une petite évaluation d'abord de la première tranche du PSE. Quel est le bilan que le gouvernement a fait de l'exécution de cette phase ces 4 dernières années? Écoute, nous sommes en France, on empruntera la formule à Georges Marchais, qui est du Parti communiste français, qui nous a habitués à une formule que tout le monde reprend, je crois. C'est un bilan globalement positif. On va essayer de prendre axe par axe, les 3 axes. La transformation structurelle de l'économie, le développement d'une croissance inclusive et la consolidation de la gouvernance, de l'état de droit et de la paix. Si nous prenons l'axe 1, on peut retenir que le problème de départ, c'est que le Sénégal était confronté à une croissance erratique. Parfois, c'était 1%, 2%, 4%, on passait de 4 à 6. Mais sur la période de mise en œuvre de la première phase du plan Sénégal émergent, nous avons réussi à stabiliser la croissance sur une moyenne, sur les 4 années, à plus de 6,5%. Donc, on règle le problème de la croissance erratique. Si nous considérons les flux d'investissements directs étrangers, ils ont connu une hausse assez importante. Et dans le même ordre d'idée, les exportations ont augmenté dans notre pays. Donc la perspective de la transformation structurelle, c'est de changer le paradigme économique. Et aujourd'hui, de façon incidente, vous aurez certainement à consigner, à retenir qu'il y a eu un équilibre dans nos différents comptes et autres. Au niveau de la dette publique, malgré tout le bruit qu'il y a autour, nous en sommes à 47,7%. Loin du maximum fixé par notre cadre communautaire d'intégration. Vous prenez l'axe 2, à la faveur de programmes d'ajustement, de programmes de rattrapage infrastructurel tels que le PUDC, nous avons amélioré considérablement l'accès aux services universels et aux services sociaux de base. Mais ce n'est pas à une échelle, mais alors vraiment générale. Le PUDC a fait des choses, mais tous les jours, on entend des localités du profondeur du Sénégal. Ouais, elles ont raison. Elles ont raison de demander cette mise à niveau. Il faut revenir aux échelles. Nous avons mis en œuvre le PUDC il y a 2-3 ans, pas plus.
Et en 2-3 ans, vous ne pouvez pas régler tout ce retard d'investissement en matière d'accès aux services sociaux. Je prends un autre exemple, l'offre de soins en matière de dialyse. Nous sommes passés d'une 50aine de postes à près de 800 postes de dialyse sur la période. Vous prenez d'autres exemples qui sont les plus significatifs. C'est un gros chiffre que vous donnez là. C'est un gros chiffre. C'est énorme ce qu'on a fait en matière de postes de dialyse. Et c'est encore insuffisant au regard du nombre de Sénégalais qui ont besoin d'être soutenus de ce point de vue-là. Vous prenez un autre exemple sur le secteur deuxième axe toujours. La pauvreté, on a tendance à indiquer le tout par des pourcentages. Nous sommes passés sur la période de 46,7% de taux de pauvreté à 35,6%. Ça, sur une période de 4 ans, puisque je rappelle que la mise en œuvre de la première phase, elle a concerné une période 2014-2018, pratiquement, c'est 4 ans. Et donc, l'accès à l'eau potable s'est développé. Donc, globalement, sur ce secteur, deuxième axe, nous avons fait des progrès assez importants, mais des progrès que nous avons pu réaliser à la faveur des performances économiques que nous avons pu réaliser en tenant en compte, bien sûr, les engagements du Sénégal en matière de développement durable. J'imagine déjà nos auditeurs des villes et du monde rural se dire, oui, Seydou Gueye a déclamé un certain nombre de choses qui ont été faites, mais ça n'a pas changé notre vie. Oui, puisqu'on va le voir. Si ça a été définitivement réglé, la deuxième phase du plan Sénégal émergent n'aurait pas porté sur les mêmes orientations stratégiques. Alors qu'on verra que dans la deuxième phase, la perspective est d'amplifier et d'accélérer. Nous restons toujours sur les mêmes fondamentaux qui aujourd'hui sont des invariants de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. J'espère qu'on aura le même succès que lors de la première phase. Là, on est venu sur un budget global de 14 000 milliards. Dont 70% sont déjà sécurisés. Nous sommes à la recherche de 2850 milliards. Et je pense qu'au regard de la qualité de l'exécution de la phase 1 du plan Sénégal émergent, les 2800 milliards, on les trouvera très facilement et je pense qu'on va même les dépasser. Maintenant, il faut tout rapporter à l'échelle du temps et nous sommes en train de faire du rattrapage infrastructurel, nous sommes en train de faire du rattrapage du sous-investissement de ces différents secteurs qui ont été érigés en priorité. Puisque regardez comment ça se passe. Vous avez une structuration de notre politique à partir d'un référentiel unique qui est le plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent est environné et accompagné de projets. Vous avez le PUDC, on en a parlé, dans ses 4 composantes, régler le problème de l'accès à l'eau potable, l'électrification rurale, les pistes de désenclavement et du matériel pour créer les conditions d'une économie rurale et d'une économie locale. Vous avez Promoville qui veut donner aux villes une certaine qualité, puisque au fin des fins, l'émergence c'est quoi? C'est l'urbanisation et la modernisation et l'industrialisation. C'est ça l'émergence. Donc on ne peut pas développer avec autant d'intensité capitalistique. Et on oublie un volet important, c'est l'intérieur du pays. On oublie un volet important, c'est l'assainissement. Oui, énormes efforts qui ont été faits. Aujourd'hui... votre travail, c'est de régler les problèmes, c'est pas de fournir des efforts et de vous êtes de Pikine, vous avez très bien connu ce qui se passait à Médina Gounass. On le doit à la météo, qui n'a pas été on le doit trop sévère ces dernières années. On le doit aux efforts qui ont été faits. Puisque le président Macky Sall, contrairement à d'autres présidents ou un autre, a pris la décision de dire, mais même si l'argent que nous investissons, c'est de l'argent qu'on ensevelit, mais on va le faire parce que le confort des populations le vaut bien. Aujourd'hui, partout dans Dakar et dans certaines localités, que ce soit à Touba, que ce soit à Kaffrine, que ce soit à Dalifort, je pense que les tuyaux du bien-être sont passés par là et nous ont valu quand même... Touba, ça va être compliqué de croire que le gouvernement a fait des choses. Ah non, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Les inondations de cette dernière saison des pluies. Là, on a parlé tout à l'heure du secteur de l'éducation. Mais est-ce que vous savez que plus de 25% des ressources publiques de l'État en termes de dépenses sont affectées au secteur? Voilà. Alors, quand la question se pose de cette façon, on met beaucoup d'argent, mais il reste encore des problèmes. La question fondamentale et centrale à poser, mais quel est le retard que nous sommes en train de résorber? Et il y a cette dimension qu'il ne faut pas perdre de vue,
Nous sommes en train de faire de la remise à niveau pour donner une inclinaison. Donc j'étais sur l'axe 2. Maintenant sur l'axe 3. Pour faire une évaluation, vous avez une amélioration du cadre des affaires et de la compétitivité qui est ressortie à travers les différents classements du Sénégal, que ce soit Mou Ibrahim, que ce soit Doing Business, que ce soit d'autres indicateurs, Standard & Poor's, qui donnent des notations importantes au Sénégal. Mais en résumé, on peut dire qu'entre 2014 et 2018, sur l'indicateur Doing Business, le Sénégal a gagné plus de 37 places en 4 ans, se plaçant parmi les 5 pays les plus réformateurs au monde, si on consigne de tout. Un autre aspect qui était un engagement et qui structure la dimension réforme du plan Sénégal émergent, c'est le renforcement du cadre de gouvernance économique et budgétaire. On a eu le code de transparence qui a été adopté. Nous avons eu la loi sur les partenariats publics et privés. Et dans la deuxième séquence du plan Sénégal émergent, il y aura une forte inclinaison vers les partenariats publics et privés. Il y a toutes les dispositions qui ont été faites dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale et ce chantier qui est ouvert de la gouvernance territoriale. Voilà. Et pour cette nouvelle étape du PSE, vous avez défini un plan d'action prioritaire numéro 2, le PAP 2, pour la période 2019-2023. Les secteurs et domaines prioritaires identifiés sont l'agriculture, l'horticulture, l'agro-industrie, les infrastructures, la construction de chantiers, l'énergie, pétrole, gaz, mines, industrie, l'économie numérique, tourisme. Il n'y avait pas besoin de préciser, de dire que c'est prioritaire, c'est évident, c'est flagrant, c'est votre travail. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. C'est les secteurs les plus importants. Non, c'est pourquoi les secteurs les confiner les plus officiellement dans un PAP? Mais vous avez toujours besoin de faire un ordre de priorité. Et l'ordre de priorité est en cohérence avec les orientations et les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Si on voulait résumer ce qui a été l'acquis, ou les acquis fondamentaux de la première séquence, c'est que dans les relations avec les partenaires, il y a une appropriation de notre vision et de notre orientation politique à travers le plan Sénégal émergent. Il y a comme acquis la stabilité du cadre macroéconomique du Sénégal. Et les résultats qui se vérifient de façon physique, c'est le rattrapage infrastructurel. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, parmi les acquis, il faut consigner également que sur la première séquence, PAP 1, il y a eu une forte mobilisation satisfaisante des ressources et un soutien massif des partenaires techniques et financiers puisqu'ils ont été conformes aux engagements qu'ils avaient souscrits. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous amorçons la mise en œuvre concrète des partenariats publics-privés qui vont être la clé de cette deuxième séquence. Donc la perspective est claire. Il s'agit d'accélérer la dynamique de la transformation de notre économie. Sur la première séquence, la question à résoudre était comment passer d'un taux de croissance de 3 en moyenne à 6 ou 7, ce qu'on a réussi. Et aujourd'hui, la question centrale qui se pose, c'est comment passer de 6% à plus de 6% de croissance à 9% de croissance. C'est ça qu'on est venu régler. Et nous dirons donc à nos partenaires, voilà, nous étions venus vous voir pour un appui pour notre développement, sur la base de cet engagement, puisque l'un des facteurs clés de succès du plan Sénégal émergent, c'était de stabiliser la croissance à 7%. Avec les ressources qu'on a pu collecter. On semble lent, on semble traîner les pieds et ça, on va pas mettre dans votre seule comptabilité régime Macky Sall. C'est le Sénégal depuis qu'il existe. Quand en 2018, on se rend compte qu'on est seulement qu'à 13% d'industrialisation. Alors, tout ça, c'est dans le registre de ce qu'on n'a pas fait les années antérieures et qu'on est en train de rattraper. Et l'orientation aujourd'hui, elle est très claire. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, sur la première séquence, notre perspective en termes de taux de croissance, qui s'est vérifiée d'ailleurs d'un point de vue physique par ce que je viens d'évoquer, la ville nouvelle, le PUDC, ce qu'on a fait sur la santé, il fallait régler la question, passer d'une moyenne de 3% à 7%. C'est fait. Et aujourd'hui, nous dirons à nos partenaires, voilà ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait. Maintenant, il s'agit de les engager
dans une nouvelle démarche qui devrait nous aider à structurer notre taux de croissance à 9%. Donc passer de 6 à 9%. Et maintenant, comment le faire et comment utiliser les ressources? Il y a eu une première séquence qui était assez sollicitative pour les infrastructures, une première séquence qui a été très engageante pour le développement social à travers une croissance inclusive, une troisième séquence qui a porté sur la consolidation de l'état de droit et de la gouvernance. Maintenant, nous allons faire cap, je l'ai dit tout à l'heure, avec la mise en œuvre concrète des partenariats publics-privés, comment procéder à l'industrialisation. Les secteurs dont on a évoqué un tout petit peu la pertinence du choix, comme les mines, comme les hydrocarbures, comme l'énergie, tout ça va entrer en congruence avec cette vision. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés des États-Unis où on a été signé le deuxième compact pour le Sénégal, qui porte sur l'énergie, du MCC. Et il faut retenir que c'est assez exceptionnel qu'un pays bénéficie de 2 fois de suite sur une période de 10 ans du compact MCC. Mais le Sénégal a pu être élu et finalement a pu signer, puisque sur les 20 critères qui étaient posés par les partenaires, le Sénégal en a satisfait 16. Et aujourd'hui, le paquet que nous ramenons, qui porte sur un montant de 360 millions de dollars, va être destiné au secteur de l'énergie dans ses 2 composantes majeures, l'accès universel avec un effort très fort qui sera fait en direction du monde rural et le renforcement de notre réseau de distribution, puisque vous pouvez produire de l'énergie, de l'électricité, mais si vous n'avez pas le réseau, vous ne pouvez pas le stocker. Heureusement pour le Sénégal et de tous les autres pays, tous les autres pays bénéficiaires du MCC avec cette menace Trump quand l'actuel président américain était arrivé au pouvoir. Si le temps le permet, on va encore parler du MCC, mais revenons à ces volontés souhaitées par le Sénégal de voir des investissements 2019-2023 dans cette deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le coût, qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous amène à parler de l'endettement de l'État sénégalais, la dette publique, plus la dette intérieure. Quand on ajoute les subventions et autres décisions dites populistes du président Macky Sall, ce qui affecte sérieusement les finances publiques, preuve avec ces blocages budgétaires qui ont fait débat ces dernières semaines. Vous engagez dans tellement de choses, vous semblez vous prendre dans votre propre piège. Non, le Sénégal le vaut bien. Et aujourd'hui, ici en France, nous assistons à des scènes assez particulières d'une France silencieuse, parce que effectivement, il y a cette manifestation des Gilets jaunes. Non, je pense que le président Macky Sall a une conviction forte. Sa conviction, c'est que son action au pouvoir, c'est de rendre possible tout ce qui est souhaité, et non l'inverse. Rendre souhaitable ce qui est possible. Tout ça doit être fait avec intelligence aussi. C'est fait avec intelligence, c'est fait avec engagement, mais c'est fait aussi avec responsabilité. Nous parlons beaucoup de la dette, je viens d'évoquer les chiffres. Maximum fixé par l'UEMOA, qui est notre cadre, 70%. Nous en sommes à 47,7%. Nous sommes en France. La dette en France est à plus de 100% du PIB. Pour le budget 2019 du Sénégal, on est à presque 963 milliards de francs CFA de dette publique. C'est tenable. Ça menace la signature Sénégal? Non, ça ne porte aucun préjudice à la crédibilité du Sénégal, puisque le Sénégal est un pays qui est respecté pour une valeur forte, au-delà de sa diplomatie, au-delà de la tradition. C'est que, avec le président Macky Sall, les partenaires ont une claire conscience que nous faisons du sérieux en économie. Et ça, c'est important. Je parlais de la France qui est à 100% de dette publique par rapport au PIB. Et nous, on aura encore, avec le changement de base d'évaluation du PIB, nous avons encore des marges de manœuvre. La perspective centrale, c'est qu'il faut accélérer de façon radicale notre développement en restant sur des axes qui sont porteurs et qui sont pertinents pour prendre en charge le développement de notre pays. Et il faut viser un niveau de développement
avec ses qualités. Une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance riche en contenu social. Exemple de contenu social qui fait la richesse d'une croissance. Quand dans votre pays, vous pouvez distribuer 50 000 cartes d'égalité de chance pour les personnes qui vivent avec un handicap. Quand vous prenez en charge, dans le cadre de la gratuité de la CMU, plus de 2 500 000 enfants de moins de 5 ans. Quand vous distribuez 300 000... La CMU, vous surfez beaucoup là-dessus. Et encore une fois, c'est pas à une échelle nationale. Vous ne pouvez pas le revendiquer. Tout le monde n'est pas éligible. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne savent pas ce que c'est. Alors, oui, puisque vous le savez, quand vous prenez une décision politique forte, il lui faut un certain temps pour qu'elle touche tout le monde. La France tient à la sécurité sociale. Et jusqu'à présent, tout le monde n'a pas accès aux services. Donc on ajuste. C'est depuis 1945 et c'est toujours en construction. Donc nous, on va pas régler le problème de la santé en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste et responsable. La perspective est bonne. Notre modèle est tenable puisqu'il s'agit d'engager, avec un appui de l'État, d'engager des structures professionnelles telles que les mutuelles et travailler sur un modèle qui permette aux mutuelles d'essaimer sur l'étendue du territoire. Donc il faut un certain temps. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour l'impulser et lui donner une réalité? C'est 2 500 000 enfants qui sont pris en charge. C'est un paquet de gratuité. C'est également des prestations qui vous permettent d'être pris en charge à hauteur de 80% en cas d'hospitalisation et pour un peu moins. Vous ne voulez pas parler des blocages budgétaires que ça Mais engendre. il y aura toujours des blocages budgétaires, il y aura toujours des difficultés budgétaires. Et moi, je voudrais indiquer quand même que on met le tout dans le panier du budgétaire et parfois ce sont des questions de trésorerie. Et des questions qui sont maîtrisées. Le budget existe, mais parfois vous pouvez avoir des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, dans notre façon d'investir et d'impulser le développement, nous sommes confrontés à un nouveau paradigme qu'il faut inventer, c'est-à-dire qu'il faut changer. Et ça, le ministère de l'économie et des finances y travaille avec beaucoup d'engagement, renouveler les mécanismes de financement de notre développement et de mobilisation des ressources pour l'État, donc de gestion de la trésorerie de l'État. Tension de trésorerie ou tension budgétaire, peu importe peut-être que pour le commun des Sénégalais, justement, cette tension de trésorerie ou tension budgétaire a-t-elle baissé aujourd'hui? Mais nous avons déjà un acquis fondamental qui est reconnu par le Sénégal et par nos partenaires. La stabilité de notre cadre macroéconomique. Puisque si vous ne l'avez pas, tout s'écroule. Vous n'avez plus de crédibilité, vous ne pouvez pas engager et vous n'êtes plus crédible. Donc ça, c'est un effort important et le président de la République, le président Macky Sall, veille là-dessus avec un soin particulier. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a une accalmie? Ah, mais il y a une amélioration. Je ne parle pas d'accalmie, mais une amélioration. On va sortir de ça, nécessairement, puisque nous engageons déjà... Je parle de la vérité d'aujourd'hui. Vérité d'aujourd'hui, elle sera également celle de demain, puisque ceux qui ont en charge la gestion publique et des finances publiques ont suffisamment de responsabilités pour faire soutenir notre développement par des principes, des pratiques qui permettent de régler ça. Mais ça, c'est le lot quotidien de tous les gouvernements. Et c'est le lot quotidien de tous les pères de famille. On a des tensions quand c'est la rentrée des classes. On a des tensions quand c'est la Tabaski. Quand c'est Noël, on a des tensions. Quand il y a un baptême, quand il y a des événements. Et on trouve toujours des solutions. En tenant compte de ce qui est possible. Et l'État du Sénégal est un État responsable. Je l'ai dit tout à l'heure, le président rend possible tout ce qui est souhaité et souhaitable, mais en le faisant avec les moyens de l'État, parce qu'il y a des choses à préserver et il y a des choses à consolider, puisque c'est ça qui permettra demain d'aller chercher des ressources comme nous sommes en train de le faire dans le cadre de ce groupe consultatif pour la phase 2 du plan Sénégal émergent, du programme d'action prioritaire. Le grand jury qui reçoit, plutôt c'est Seydou Gueye qui nous reçoit à Paris, où il participe à ces rencontres de 2 jours, lundi et mardi, demain et après-demain, avec les bailleurs de fonds pour le financement de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Tellement d'actualité, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Les contrats
C'est important aussi les contrats sur les ressources naturelles, le gaz, le pétrole, le fer, l'or. Sur l'exploitation, par exemple, des mines d'or de la Falémé, le gouvernement a semblé marquer un stop après le début de polémique qu'il y a eu sur la concession qui allait être faite à un groupe turc. Hein. Le gouvernement ne recule pas sur des questions comme ça. Le gouvernement n'est guidé que par l'intérêt du Sénégal. Il y a eu un vacarme autour de ça, au tout début, qui n'était pas d'ailleurs fondé sur la vérité, puisqu'on avait accusé le gouvernement d'avoir signé alors que le gouvernement était en pourparlers. Et si le gouvernement devra signer, il le fera sans trembler. Il le fera sans trembler. D'un point de vue global, sur les contrats pétroliers et sur les contrats relatifs aux ressources naturelles, il faut remarquer et l'indiquer très clairement qu'en matière de transparence, le gouvernement a fait plus que ce qui est exigé par le cadre de gouvernance mondiale, qui est l'ITIE. Et je voudrais signaler que le Sénégal est le 3e pays au monde à avoir eu cette qualification d'un pays qui a accompli des progrès satisfaisants. La deuxième chose, aujourd'hui, la perspective qui est tracée en matière de gestion des ressources pétrolières. C'est 3 mouvements importants. Le premier, la mise à jour et l'adaptation du code pétrolier à notre nouveau contexte. Celui qu'on avait ne prenait pas en compte, prenait beaucoup plus en compte l'attractivité pour qu'on vienne faire de la recherche. Maintenant que nous en avons découvert, il faut changer de paradigme. L'objet du code pétrolier, c'est de s'adapter au contexte avec une perspective politique clairement indiquée. Comment faire pour que les dispositions pertinentes du code soient profitables aux Sénégalais en termes d'exploitation. Première loi. La deuxième loi, c'est une loi d'orientation. Son objet est de répartir en 3 parties les ressources tirées de l'exploitation du pétrole. Une partie importante au service du budget de l'État, une autre partie au profit des concitoyens contemporains qui sont encore en vie, et une 3e partie de ces ressources affectées aux générations futures. Et le 3e texte, c'est ce qu'on appelle la loi sur le local content ou le contenu local. Quelles sont les activités qui seront principalement et exclusivement réservées aux Sénégalais dans le cadre de l'exploitation du pétrole? Donc, ayant mis en place d'abord un cadre de gouvernance stratégique qui est le COS, qui va être élargi à la société civile, et en adaptant notre législation et en donnant des orientations pour que les ressources tirées profitent aux Sénégalais, je pense que nous sommes en train de nous donner les moyens et toutes les opportunités pour éviter la malédiction du pétrole. Maintenant, il y a le bruit autour de ça. Je pense qu'il n'est pas significatif. Ah si, il n'est pas significatif. Elle sait vous mettre la pression quand même. Oui, non, ce que je retiens de tout ça, c'est que ceux qui en parlent le plus sont dans une perspective présidentielle, puisque malheureusement c'est ça notre pays. Nous sommes dans une sorte d'hystérie présidentielle où chacun se voit président. Heureusement, il y a l'antidote avec le parrainage. Ça va peut-être nous aider. Je pense que certains d'entre eux... Vous tournez en dérision une question extrêmement sérieuse. Certains d'entre eux pensent qu'on devra élire le prochain gouverneur. Des puristes de la démocratie estiment que c'est un système de filtre que vous mettez en place pour éliminer de l'adversaire. Pourquoi ne l'a-t-on pas dit quand il y a eu un parrainage qui était exclusivement destiné aux candidats indépendants? C'est pas une innovation. Il y a une extension. Puisque à un certain moment, notre démocratie a besoin d'être régulée. Autrement, comment avancer? Moi, je ne fais pas la confusion entre la démocratie et le démocratisme. La démocratie, c'est la règle de la majorité. La démocratie, c'est 3 choses fondamentalement. C'est d'abord une fonction de délibération de qualité pour qu'on ait un débat sur la question du sens et des orientations pour construire le devenir collectif. La deuxième composante, c'est la représentation. Il faut que les hommes qui représentent les citoyens leur ressemblent. Et la 3e dimension, ce sont les règles et les procédures par lesquelles on définit ceux qui doivent nous représenter, on les élit. Nous sommes très forts en matière de procédure, parce qu'on a un code électoral, on a un système électoral qui est éprouvé. Nous ne sommes pas très très forts dans la délibération, puisque notre débat n'est pas de qualité. Et ça,
pouvoir comme opposition, nous en sommes tous comptables et responsables. Nous devons faire des efforts pour avoir un débat de qualité. Mais malheureusement, c'est l'invective, c'est l'insulte, c'est le buzz. Mais c'est pas structurant. Oui, pas du tout. Vos adversaires ne lâchent pas, en tout cas, l'accusation élection présidentielle frauduleuse que vous avez déjà préparée. On sera là d'un point de vue politique et on fera face. C'est pas parce qu'on va asséner des contre-vérités qu'on a raison. Aujourd'hui, personne, à part vous, n'est capable de démontrer que le processus n'est pas corrompu. Mais il n'est pas corrompu. Moi-même, j'étais engagé dans une collecte de parrainage. Mais j'ai eu toutes les difficultés possibles et imaginables. Mais des personnes qui refusent de vous donner leur signature. Puisqu'ils disent, non, je ne vais pas vous donner mon parrainage parce que je ne suis pas satisfait. Chacun y va de sa raison. Mais fort heureusement, la plupart des personnes, l'essentiel des personnes que j'ai rencontrées au niveau de ma commune, et je voudrais en profiter pour remercier tous nos alliés qui sont à la Médina. Notre objectif était de 14 000. Nous en avons déposé pratiquement 20 000, uniquement dans le cadre de la Médina. Parce que nous sommes allés à la rencontre des populations. Et on n'a pas attendu qu'il y ait ce travail sur le parrainage pour être à leur côté. Nous sommes à leur côté de façon permanente. Il y a une fusion, une confusion avec elles, au quotidien. Nous sommes présents quand elles ont besoin de nous. Nous sommes présents quand il faut être là. Et c'est tout. Maintenant, ça va être difficile pour des gens qui décident d'aller à la rencontre des populations. Duñu dem Gente, duñu dem Tak, duñu dem Dialeji. Ce n'est pas possible. L'opposition qui a massivement adhéré à la POSE, la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections initiée par Maître Mamada Magueye, le leader de Sénégal, Boubès. Darabé Soufi. Il s'opposait pour se poser tout simplement et finalement il s'est posé, c'est tout. Vous ne prenez pas au sérieux cette initiative? Non. Elle est ce qu'elle vaut. Moi, je ne la connais pas davantage. Ce que je retiens, c'est que mon grand frère et cousin Mamadama s'opposait beaucoup plus pour se poser. Maintenant, il s'est posé. Vous le considérez plus comme un membre de la société civile, vous le prenez pour un homme politique maintenant, Mamada Magueye? Mais c'est lui qui a décidé de devenir homme politique. Et il l'a pas dit. Il était société civile, homme politique, candidat, il est revenu à ses premières amours. Mais c'est très bien. Pour vous, c'est un homme politique maintenant, Mamada Magueye? Je ne peux pas le qualifier ni caractériser. Ce que je constate, c'est qu'à partir d'une démarche et d'une dynamique, il revient au point de départ. Mais alors, nous va-t-on avec toutes ces critiques sur le processus électoral, sur toutes ces accusations de fraude, ne va-t-on pas vers une élection présidentielle mouvementée? La responsabilité du gouvernement est d'organiser les élections conformément à la tradition, où les Sénégalais ont toutes les dispositions et les conditions pour exprimer leurs préférences. Et le lendemain, le lundi, chacun retourne à son boulot. Vous savez mieux que moi que la tradition sénégalaise en matière de débat, il y a toujours une sorte de frénésie lorsqu'il s'agit d'élections, puisque le décor est très clair. Faute d'être sur le terrain, être présent au moment de l'inscription, quand il y a les révisions, les partis politiques ne sont pas représentés. Faute d'être sur le terrain, parce qu'il faut faire le tour du pays. L'opposition en général, et nous hier d'ailleurs, on est dans une logique de suspicion et une logique de mettre la pression sur le pouvoir, alors que nous avons un système qui présente toutes les garanties. Chaque acteur a des responsabilités clairement indiquées. L'opposition qui demande à accéder au fichier électoral à certaines données, le ministère de l'Intérieur a refusé. Mais le ministère de l'Intérieur... Pourquoi vous ne faites pas la concession? Pourquoi on avance? Quand il y a une règle, et en l'occurrence un droit écrit à travers un code, il faut s'en tenir au terme de la loi. Vous ne pouvez pas donner le fichier des électeurs à 104 candidats déclarés. La loi, elle dit 15 jours avant, fichier, au plus tard, 15 jours avant, au plus tard, les candidats à l'élection doivent disposer du fichier électoral. Et aujourd'hui, on n'a aucun candidat. Nous avons que des candidats à la candidature. Si on veut être conforme et orthodoxe, il n'y a pas encore de candidats.
puisque le candidat est celui qui est passé à travers tout le filtre, et l'instance habilitée à déclarer la candidature, à accepter, à valider une candidature, ne s'est pas encore prononcée. Il y a problème quand au sommet de l'État, on entend certaines déclarations, le président ou le Premier ministre et le ministre de la Justice qui disent on n'aura pas plus de 5 ou 6 candidats à la présidentielle. C'est quand même bizarre que vous avanciez des chiffres comme ça, sans que le Conseil constitutionnel ne fasse son travail. Non, ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision, c'est peut-être un souhait, un désir pour qu'on ait des élections qui permettent au moins aux Sénégalais d'avoir le temps d'écouter l'offre des candidats pour pouvoir décider en connaissance de cause. C'est ça le souhait. Et une démocratie de qualité, c'est une démocratie où avant que le citoyen, qui a un droit fondamental, le citoyen sénégalais a un droit fondamental, quelle que soit son option, il a le droit de dire son avis sur le projet de modernité de sa société. Et moi, je me bats pour que chaque citoyen puisse exprimer sa préférence et décider. C'est l'avenir de son pays. Maintenant, quand nous sommes 150 candidats, vous n'avez même pas 2 minutes à la télé pour parler aux gens. Il faut être sérieux. On ne va pas tomber dans les travers d'une démocratie où on fait du démocratisme pour dire tout le monde a... Non, ce n'est pas possible. Ce qui est utile au projet démocratique, c'est que quand un candidat a une offre à faire entendre et à faire partager aux Sénégalais en vue de sa validation, il faut lui laisser le temps et les moyens de pouvoir l'exprimer. Si le régime qui vous a précédé avait mis des filtres, vous ne seriez peut-être pas aujourd'hui, Macky Sall. Et vous, à la place où vous êtes, vous pensez un peu à ça? Est-ce qu'il ne faut pas travailler pour la démocratie pour tous? La démocratie, elle est pour tous. Le régime qui nous a précédés, c'est pas lui qui nous a mis là. Ce sont les Sénégalais qui ont décidé, en ayant bien analysé ce qu'ils ont vécu sur les 12 dernières années, entre 2000 et 2012, et ont décidé que les options les plus structurantes de l'offre du régime n'étaient plus en conformité avec la trajectoire démocratique du Sénégal, puisque je voudrais le rappeler, nous sommes sortis d'une menace de dévolution dynastique du pouvoir. Donc régression démocratique. La situation était suffisamment préoccupante et régressive pour que les Sénégalais comme un seul homme se lèvent pour dire non, voilà ce que nous voulons maintenant. Le président Macky Sall, il a son beau-frère dans le gouvernement, son frère dans le système, directeur général d'une entité importante de l'administration publique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes bien placé pour parler d'évolution monarchique? Tout à fait. Puisque, qui qu'ils soient, ils sont tous Sénégalais. À des postes et des responsabilités où il n'y a aucune procédure de faveur. Je pense que nous devons être en mesure de considérer que nous avons de grands pays emblématiques de la démocratie où, après un papa, un fils est devenu président de la République. Après un candidat, son épouse a été candidate. On ne trouve pas à redire. Karim Wade, on en parle, ses partisans, ses proches annoncent son retour pour bientôt. Vous restez sur la même posture que le président de la République, s'il rentre, qui ne paie pas les amendes de 138 milliards que la CREI lui a infligées, il retourne en prison. Mais écoutez, moi, vous savez, je n'ai pas toujours envie de parler de M. Karim Wade, parce que je considère, par le passé, il était ministre de l'Énergie, et à l'époque, je disais, plus que la lumière, il nous devait des comptes. Les comptes sont tirés, il nous doit 138 milliards. Je pense que c'est utile de les récupérer pour amplifier notre action en termes d'infrastructures pour la dialyse, de centres de santé, d'hôpitaux à construire. Nous en avons besoin. Nous ne sommes pas dans une situation où on peut se passer d'une telle somme d'argent. Vous pensez comme certains que le PDS fait beaucoup de bruit autour d'un retour de Karim Wade, mais qu'il reviendra pas au Sénégal. En tout cas, pas dans cette période préélectorale. Mais là, moi, je vais vous dire un truc en Wolof, quoi. Voilà. Donc, pour moi, PDS ou ceux qui le soutiennent ont la liberté de menacer, de développer leur stratégie, de tout faire. Moi, ce que je considère, de candidat invisible, il est en passe de devenir un candidat impossible.
puisque dans tous les pays du monde, si vous voulez satisfaire aux conditions qui sont posées, l'une des plus essentielles et les plus centrales, c'est le casier judiciaire. Votre conviction, c'est Dougay, Karim Wade va-t-il rentrer au Sénégal? Ah, ça, c'est pas moi je n'échange pas. Non, ça, tu peux pas avoir de point de vue là-dessus. Je prends pas le thé avec lui, je bois pas le café avec lui non plus. Je n'échange pas avec lui, je ne suis pas au courant de ses projets. Il est sénégalais, je le crois. Il est. Et dans le même temps, vous faites venir dans vos rangs son copain dans le régime, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Baldé, je parle d'Abdoulaye Baldé. Vous le recrutez dans votre camp politique? Non, Abdoulaye Baldé, je voulais le féliciter d'avoir eu la lucidité. Il a un dossier à la CREI, lui aussi. D'avoir la lucidité. Il n'a pas connu son terme. Moi, je considère Abdoulaye Baldé. Pourquoi vous recrutez quelqu'un dont la justice n'a pas encore décidé de son sort pour des accusations aussi graves? Alors, Abdoulaye Baldé a pris en toute lucidité sa décision de venir prendre sa part de responsabilité dans la nouvelle majorité qui devra soutenir. Il y a un concert de réprobation de sa venue dans le camp présidentiel. Vous êtes au courant. L'opinion moi, je considère, mais alors, à quoi joue Macky Sall? Moi, je considère l'argumentation que j'ai entendue de la bouche même du ministre d'État Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, qui s'est félicité des efforts faits pour la Casamance, sa préoccupation puisqu'il en est le maire, et qui a une claire conscience de la trajectoire que nous sommes en train d'emprunter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des Sénégalais qui ont compris que l'élection en 2012 du président Macky Sall a été le flux d'un élan collectif. Et pendant les 7 années, le président a travaillé à dessiner un autre pays, à lui donner un autre avenir. Et dans le même mouvement, il a toujours appelé pour une mobilisation générale de tous les Sénégalais afin qu'on converge vers ce qui est essentiel et structurant. Comment sortir notre pays des difficultés connues par le passé. Dans la même philosophie, une réconciliation avec le PDS, son leader Abdoulaye Wade, son fils Karim Wade, est-elle possible si on s'en tient à ce que vous venez de dire? Moi, j'ai jamais considéré qu'il y avait rouleau entre le PDS et l'APR. Chacun occupe une position, chacun a une vision qu'il développe. On a toujours mal engagé cette question en parlant de retrouvailles libérales, là où le président de la République a parlé d'un dialogue national et au service exclusif du Sénégal. Les retrouvailles libérales sont de dimension partisane. On va poser la question des retrouvailles Wade-Macky Sall, Abdoulaye Wade-Macky Sall. Vous savez, le président Macky Sall et Abdoulaye Wade ont au moins un impératif, tous les deux. Et le président Macky Sall se tient à ça. Il est engagé dans la grande histoire du Sénégal. Et le président Abdoulaye Wade a eu aussi une responsabilité d'être engagé et de faire la grande histoire du Sénégal. À certains moments, pour quelques raisons que je ne maîtrise pas, il a été un peu envahi par les petites histoires. C'est tout. Votre cas à l'APR, à Dakar, oui. Beaucoup de pontes de l'Alliance pour la République qui revendiquent le titre de patron du parti à Dakar. Je vois d'ailleurs là où je vous ai trouvé pour faire cette émission, je vois du Amadou Ba, du Abdoulaye Diouf Sarr. Qui est le patron de Dakar à l'APR pour vous? Nobody, personne. Vous êtes également le porte-parole de l'APR, un parti qui existe, qui gagne le pouvoir, qui ne se structure pas, qui n'a jamais fait de congrès pour désigner ses leaders locaux. Mais on a eu une conviction de départ et une bonne intuition. Et notre bonne intuition, c'était de dire qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons un parti organisé à la manière des vieux partis, en tenant compte des mutations dans la vie politique, des nouvelles façons de militer? Est-ce qu'on veut un parti structuré qui a le confort et l'avantage de dire voilà, je suis bien organisé, bien ordonné? Ou est-ce que nous voulons un parti qui gagne des élections? Et on a fait l'option de dire nous voulons un parti capable de gagner des élections. Vous gagnez avec d'autres, vous êtes dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Ouais. Merci en tout cas Seydou Gueye d'avoir répondu à nos questions. C'était le grand jury en direct de Paris où demain le Sénégal rencontre ses bailleurs de fonds, demain lundi et mardi. Ouais. Dans le cadre du financement de la phase numéro 2 du plan Sénégal émergent. Merci. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de revenir sur le programme du candidat Macky Sall, Liggéeyal Ëllëg.
qui a été présenté lors du congrès d'investiture. Mais demain, il y aura quand même certainement l'avantage de prendre il est confiant votre candidat parce qu'il a même le temps d'écrire un livre pour raconter sa vie, lecture de premier degré. Merci Seydou Gueye, bon dimanche. Merci, chers auditeurs. Et puis, merci aux équipes de TFM avec qui j'ai réalisé cette émission de Paris, Sarah Cissé et ses équipes.